Aspect énergétique des phénomènes mécaniques. À l'issue de cette leçon, vous devrez savoir utiliser l'expression de l'énergie cinétique, vous devrez savoir utiliser l'expression du travail, et vous devrez savoir exploiter le théorème de l'énergie cinétique. Les prérequis. Les effets des forces. Modifier le mouvement d'un corps ou le déformer. Pour compléter ce cours, vous pouvez regarder la vidéo dont le lien est rappelé ici. À la fin de cette leçon, nous passerons aux exercices d'application. Pour simplifier l'étude, on va considérer que les systèmes, c'est-à-dire les corps, les objets, les mobiles, vont être réduits à des points matériels de masse petit m que l'on exprimera en kilogrammes pour le système international. Alors, premièrement, vers le théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce que l'énergie cinétique? L'énergie cinétique, c'est l'énergie qu'acquiert un corps du fait de sa vitesse. Si on considère donc un corps de masse m, exprimé en kilogrammes, qui a un mouvement de translation à la vitesse v, en mètres par seconde, alors celui-ci possède une énergie cinétique exprimée en joules, telle que l'expression est donnée par la formule 1/2 fois m fois v au carré. Nota bene, un système en rotation possédera une énergie cinétique de rotation, dont l'expression sera différente, mais qui n'est pas au programme de première. Exemple d'application. Une voiture de masse m, 1800 kg, roule à une vitesse de translation de 50 km/h. Quelle est son énergie cinétique? Attention, il faut convertir la vitesse en mètres par seconde. Le calcul nous donne donc 1/2 fois m fois la vitesse au carré, sachant que pour passer des km/h au mètre par seconde, il faut diviser par 3,6. La valeur est, après calcul, 1,74 10 puissance 5 joules. Le travail d'une force constante. Une force extérieure qui agit sur un système peut avoir différents effets. Nous, on s'intéressera seulement à la mise en mouvement. Et justement, le travail d'une force rend compte de l'énergie transférée entre le milieu extérieur et le système étudié. Par définition, on appelle travail, représenté par la lettre W, exprimé en joules, d'une force, le produit scalaire de la force par le vecteur déplacement. Le produit scalaire, en mathématiques, se calcule de la façon suivante. Il suffit de prendre la norme de f fois la norme du déplacement multipliée par le cosinus que font l'angle vecteur f et le vecteur AB. Le cosinus peut avoir un signe. 3 cas vont être à distinguer. Si l'angle entre les deux vecteurs est inférieur à 90, alors le cosinus est positif. On dira alors que le travail, puisqu'il est positif, on dira que le travail est moteur, la force favorise le déplacement. Si les deux vecteurs sont perpendiculaires, l'angle vaut 90 degrés, alors le cosinus est nul. Par conséquent, le travail sera nul. On dira que la force n'agit pas sur le déplacement. Dernier cas, si l'angle est compris entre 90 et 180 degrés, alors le cosinus est négatif. On dira alors que le travail est résistant. La force s'oppose au déplacement. Application. Admettons qu'un skieur dévale une piste. Il se déplace du point A vers le point B, en étant soumis à plusieurs forces. Son poids P, dirigé vers le bas, la réaction de la neige sur les skis, symbolisée par ce vecteur jaune, R, et la force de frottement entre la neige et les skis, symbolisée par cette petite force F. Par conséquent, après calcul, puisque R est perpendiculaire au vecteur AB, le travail de la réaction est nul. Le travail est nul, la réaction n'agit pas sur le mouvement. La force de frottement. Le travail va donner moins F fois AB, car F et AB forment un angle de 180 degrés, donc ça fait moins 1, d'où l'apparition de ce signe moins. On dira que la force de frottement
provoque un travail résistant. La force de frottement s'oppose au déplacement. Et enfin, le poids va donner une expression de la force, mg, fois le déplacement de A vers B, c'est-à-dire qu'en fait, il y a seulement l'altitude ZA moins ZB. Cette valeur sera positive, on dira que le poids sera moteur, le travail sera moteur, puisque le poids favorisera le déplacement vers le bas. Nous avons vu l'énergie cinétique, le travail d'une force. Ces deux quantités sont liées par le théorème de l'énergie cinétique, qui dit la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement de translation depuis un point A vers un point B est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. Mathématiquement, on dira que l'écart d'énergie cinétique entre les positions A et B, c'est donc une différence, est égal à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent depuis le point A jusqu'au point B. Remarque importante, ce théorème est une égalité, et généralement, elle permet de trouver une inconnue. Application. Exemple. Quelle est la vitesse d'impact au sol d'une bille qui serait lâchée, sans vitesse initiale, du haut de la tour de Pise? Pour simplifier le problème, on va dire que les forces de frottement et la poussée d'Archimède seront négligées face aux autres forces. La donnée est la suivante. On connaît l'accélération de pesanteur et la hauteur de la tour de Pise. Il faut donc déterminer les vitesses aux deux moments. On sait que la bille est lâchée sans vitesse initiale, donc 0 mètres par seconde, ce qui, après calcul, donne une énergie cinétique de 0 joules. La vitesse d'impact est inconnue, puisque c'est la question. Donc on ne peut pas expliciter davantage l'énergie cinétique. Voilà pour le premier terme. Deuxième terme, les travaux des forces. Il n'y a que le poids. P est égal à m fois g. Son travail, ou alors m fois g fois h fois le cosinus formé entre le déplacement, qui est une chute, et le poids, qui est aussi dirigé vers le bas. Cela donne une valeur de moins 1. D'après le théorème de la cinétique, l'écart est donc égal au travail du poids. On obtient donc que moins 1 demi de mv carré doit être égal à moins gh. Ce que l'on cherche, c'est VB. VB est égal à racine carrée de 2gh. Après application numérique, on trouve une vitesse d'impact de 33 mètres par seconde, c'est-à-dire 120 km par heure. Cette petite formule est bien pratique, puisqu'on peut remarquer ici que la vitesse d'impact est indépendante de la masse de l'objet qui chute. En mécanique, il existe deux types de forces. Celle que l'on appellera conservative, c'est celle dont le travail ne dépendra que de la position de départ et de celle d'arrivée, mais pas du chemin suivi. Et les forces dites non conservatives, c'est-à-dire les forces dont le travail dépendra de chaque position occupée au cours du mouvement. Exemple. Le travail du poids ne dépend que de l'altitude initiale et de l'altitude finale. Donc, le poids est une force conservative. À l'inverse, les forces de frottement sont des forces non conservatives, car leur travail dépend de la longueur du trajet emprunté. Une masse qui chute d'une certaine altitude peut provoquer des dégâts. Il y a donc de l'énergie en cause. Chaque force conservative découle d'une énergie potentielle notée EP. Dans le cas général, la variation d'énergie potentielle entre deux positions sera égale à l'opposé du travail de cette force qui s'applique sur le système. Ainsi, l'écart ou la variation d'énergie potentielle est égal à l'opposé du travail de cette force
pour se déplacer du point A au point B. Dans le cas particulier du poids, on parlera d'une énergie potentielle de pesanteur, EPP. Ainsi, l'écart d'énergie potentielle entre le point A et le point B s'exprima de cette façon. Elle est égale à l'opposé du travail du poids, ce qui donne une expression assez simple, mgzb moins mgza. Mais attention, ce ne veut pas dire pour autant que l'énergie potentielle au point B est égale à mgzb et que l'énergie potentielle en A est égale à mgza, car il pourrait y avoir une constante additive à ces deux termes, qui au global s'annulerait. C'est pourquoi on dira que, de manière rigoureuse, l'énergie potentielle de pesanteur, notée EPP, exprimée en joules, d'un système, à condition que l'on ait pris comme référence à l'altitude 0 une énergie potentielle de pesanteur nulle, on aura le droit de dire que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à m fois g fois z, pour une altitude z. Il existe d'autres énergies potentielles, car il existe d'autres forces conservatives que le poids. Mais elles ne sont pas vues en première. Dernière partie, l'énergie mécanique. Par définition, l'énergie mécanique, exprimée en joules, et notée E indice M, d'un système est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Mathématiquement, voici l'expression EM égale EC plus EP. Toutefois, ce qui est intéressant pour le physicien, ce n'est pas le calcul de cette addition, mais c'est plutôt la variation d'énergie mécanique qui va être riche d'enseignements. Deux cas vont se poser. Primo, s'il y a conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire que depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée, l'énergie mécanique n'a pas varié, donc l'écart est nul. On pourra en déduire deux choses. Soit le système est soumis essentiellement à une des forces conservatives, ou bien cette équation nous permettra de déterminer la vitesse ou l'altitude du système à n'importe quelle position de sa trajectoire. Deuxième cas, s'il n'y a pas conservation d'énergie mécanique, c'est-à-dire que depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée, l'écart n'est pas nul, eh bien, on pourra en déduire que cet écart est en fait dû à la somme des travaux des forces non conservatives. Cela permettra de calculer l'énergie dissipée par le système au cours de son déplacement. Et par extension, on pourra alors déterminer la valeur des forces non conservatives lors d'un petit déplacement de la trajectoire. En conclusion, le théorème de l'énergie cinétique est à la physique ce que l'on pourrait dire le théorème de Pythagore est à la géométrie. C'est le point de départ d'une démonstration qui nous permettra de déterminer généralement une inconnue. Et quant à la variation d'énergie mécanique, elle est souvent très utilisée pour déterminer une inconnue et sera utilisée comme point de départ d'une démonstration par intégration. Mais ça, c'est une autre histoire.